Vous le savez, on a des auditeurs qui adorent écrire. Antoine Bernier nous a pondu un roman qui est tout simplement fantastique. C'est Elliot, qui est un personnage qui retourne dans le passé en 1925, où il devra apprendre la vie rudimentaire de cette époque-là, mais également apprendre du passé, justement. Et vous pourrez retrouver plusieurs choses que vous aurez vues au fil des épisodes du trio économique au fil du temps. Même certains personnages vont vous faire penser à vos animateurs préférés. Ce livre-là est disponible sur Amazon avec Antoine Bernier à 22 $. Vous l'avez à l'écran, je vous l'affiche juste ici. Les leçons du passé, tome 1, Le piège du confort. Je vous le suggère fortement. J'ai un malin plaisir à lire ça. Le livre d'Antoine est tout simplement excellent. Je vous le recommande fortement. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Bienvenue dans le trio économique. Youhou! Aujourd'hui, 200e épisode. On a pensé ramener un invité qui est quand même beaucoup apprécié, Germinal Gévan. Troisième apparition au trio économique pour Germinal. Ça risque d'être vraiment intéressant. En deuxième Germinal va place, bien? en deuxième place derrière Pierre Desrochers. Ouais, ça. Exact. Mais il était venu aussi une fois, je pense, dans le podcast de Yann et Frank. Là. On avait jasé avec. Ça, Pierre Desrochers, j'ai jamais eu ça. Oui, Pierre aussi, on l'avait reçu pour Ah! parler de logement social, je pense. Mais c'est ça. Donc, Germinal, ben, tu as publié cet été, si je ne me trompe pas. J'ai ça ici le 21 août, un bouquin qui s'appelle The Death of American Middle Class. Et je pense que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, si je peux le partager à l'écran. Je ne sais pas si on le voit là, en ce moment. Donc, ce bouquin-là est en vente sur Amazon. Donc, c'est très facile de se le procurer pour les gens que ça intéresse. Ça s'appelle How Crony Capitalism is Killing the American Dream. Donc, juste le sous-titre, moi, m'inspire beaucoup. Puis c'est une thématique qu'on entend. En fait, c'est comme devenu un peu, pas un slogan, je dirais, là, mais tu sais, dans les dernières années, les gens ont beaucoup parlé de ça, autant à gauche qu'à droite, là, que la classe moyenne est en train de disparaître, il va juste rester les riches, puis les pauvres, puis tout ça. Fait que je suis très curieux d'entendre ton point de vue par rapport à ça. Là. Je le dis en toute transparence, je n'ai pas encore commencé le livre, mais c'est clair que je vais le lire dans les prochaines semaines. Donc, j'ai vraiment hâte que tu nous en parles. Là. Oui, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais commencer par vous remercier de m'avoir sur le trio économique. C'est toujours un plaisir d'y revenir. Et pour entrer dans le vif du sujet, la, la classe moyenne est en train de mourir tout simplement à cause de l'effet cantillon. Et malheureusement, on ne le dit pas assez. Dans les nouvelles, on dit que c'est le capitalisme, ce sont les inégalités qui font que la classe moyenne est en train de se réduire. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est l'effet cantillon. L'effet cantillon, c'est un phénomène économique qui est lié à la politique monétaire. Et ce phénomène est basé sur le fait que lorsque la Banque centrale injecte de l'argent dans l'économie, il y a généralement trois bénéficiaires qui en profitent de cet argent. Et ces trois bénéficiaires ne profitent pas dans le même ordre. Il y a d'abord le premier bénéficiaire, c'est le gouvernement lui-même, les corporations publiques, les gens qui sont extrêmement fortunés et voilà, les familles très riches, etc. Quand cet argent rentre dans l'économie, la valeur de leurs investissements augmente. Et elle augmente même bien au-delà de leur valeur intrinsèque. Par exemple, lorsque vous achetez des parts de Apple, on va dire, et que vous voyez que le stock de... Vous achetez des parts de Apple, on va dire une part
coûte 150 $. Et vous voyez que cette part est montée maintenant à 200 $. Et donc, donc vous faites vous faites un bénéfice de 50 $ de plus. Mais cependant, Apple n'a pas produit quelque chose qui a fait que sa valeur a augmenté. C'est le fait que les gens achètent les parts. Et donc, puisque comme les gens achètent les parts du stock de Apple, alors la valeur du stock de Apple augmente. Et non pas le fait que Apple ait produit quelque chose de nouveau. Et donc, c'est ce qui se fait avec l'argent injecté dans l'économie. Et donc, et comme je disais, à cette étape, tout simplement, les personnes fortunées, les grands patrons des grandes entreprises, des grandes corporations, le gouvernement, les institutions financières, quand cet argent rentre de l'économie, eux, ils en profitent. Une fois de plus, la valeur de leurs investissements augmente et rien ne change à ce niveau. Je ne sais pas si Ensuite, tu peux partager quelque chose avec toi, Germinal. Est-ce qu'on le voit à l'écran, les gars? Oui. C'est le Shiller Price Earning Ratio que je te mets à l'écran pour illustrer un peu ce que tu mets. Le Shiller Price Earning Ratio, ce qui est intéressant avec lui, c'est que les earnings qui sont utilisés dans le ratio, c'est les 10 dernières années de la compagnie, autrement dit. Fait qu'on vient désaisonnaliser beaucoup le données avec ça. Ce qu'on voit, c'est que présentement, on atteint un niveau qui n'est pas record parce qu'on a déjà vu en 2001 des niveaux plus élevés que ça. Mais là, on aurait un price earning ratio au niveau du S&P 500 de 40 environ, qui dépasse maintenant le sommet historique qu'on a vu en 2020, de 2021 à peu près, et qui ne dépasse pas encore le sommet de 2001 par contre. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une tendance lourde depuis le début des années 2000 à avoir des price earning ratios relativement hauts aux États-Unis. Puis c'est difficile de ne pas faire de lien avec le fait qu'il y a quand même une abondance de liquidité sur les marchés, je dirais. Mais oui, justement, c'est la liquidité qui augmente la valeur de ces prix et non la production en tant que telle. Bien sûr, les gens produisent, mais ce n'est pas la production intrinsèque qui est à l'origine de l'augmentation de la valeur des prix, comme je disais. Et donc, maintenant, le deuxième bénéficiaire, ce sont les patrons des petites et moyennes entreprises. Quand eux, ils reçoivent cet argent, ils sont obligés de commencer à augmenter le prix de leurs biens et services. Pourquoi? Parce que lorsque cet argent va rentrer dans la poche des troisièmes bénéficiaires, c'est-à-dire la classe moyenne, les consommateurs, la demande va s'élever. Puisque les consommateurs, eux, ils ont ils ont des désirs illimités. Ils ont des désirs illimités. Donc, s'ils se sentent un peu plus riches, ben, ils vont vouloir dépenser, acheter ce qu'ils n'ont pas pu acheter, on va dire, il y a 12 mois, etc. Et donc, les patrons des petites et moyennes entreprises, ils sont conscients de ça. Et afin de maintenir le bénéfice dans leur entreprise, ils commencent à augmenter les prix. Et donc, c'est là que justement, les prix commencent à monter. Et au moment où les troisièmes bénéficiaires, c'est-à-dire les gens de la classe moyenne, ceux qui travaillent à plein temps et à temps partiel, reçoivent maintenant cet argent qui a été injecté dans l'économie, les prix sont déjà montés. Et là, c'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y a l'inflation. C'est de là que vient l'inflation. Et l'effet cantillon, ça a toujours été comme ça depuis que les banques centrales existent. Même pas que les banques centrales, mais depuis qu'il y a le concept du central banking. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui injecte de l'argent dans l'économie et cet argent n'est pas distribué de façon égale. C'est ça la vraie inégalité des richesses. Et donc, c'est pour ça que on dit que lorsque vous vivez dans une économie de marché, la seule vraie façon de pouvoir vous en sortir, c'est d'être propriétaire d'actifs. C'est la seule vraie façon, surtout du fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les talons or qui protègent la valeur de l'argent par rapport à quelques décennies avant. Donc là, maintenant, la seule façon de pouvoir contrer l'inflation, c'est d'avoir des actifs. Et parce que, comme on dit, ce sont les actifs qui... Ce que tu dis en réalité, c'est que présentement, un propriétaire de maison, par exemple, depuis très longtemps, qui en plus avait des investissements diversifiés, par exemple, dans des 401K aux États-Unis ou des REER au Canada, est dans une position où est-ce que même s'il y a eu de l'inflation dans les dernières années, il en a bénéficié via le rendement de ses investissements, puis surtout la valeur augmentée de sa maison. Par contre, le locataire
qui, lui, de son côté, a très peu épargné, est dans une position que son revenu a de la misère à suivre la montée des prix, Exactement. autrement dit, puis il ne semble pas améliorer son niveau de vie de son côté. C'est ce que tu sembles dire, dans le fond. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est pour ça que les propriétaires adorent l'inflation. Parce que lorsque l'argent est injecté, on dit, ah ben c'est parfait, la valeur de nos investissements va augmenter. Mais le problème est que les consommateurs en général, leur fortune est liée à leur compte en banque, surtout leurs épargnes. Et donc, lorsque l'argent reste dans le compte en banque, lorsque l'argent reste dans vos épargnes, il perd de la valeur par rapport à si cet argent est attaché à vos investissements. Et c'est ça en réalité la cause des inégalités sociales dans les pays ou dans les sociétés capitalistes. Une fois de plus, ce n'est pas le fait qu'il y a le grand patron qui est gourmand, qui veut augmenter les prix pour s'accaparer plus de profit, c'est n'importe quoi. C'est parce que les banques centrales, tout simplement, injectent de l'argent. La plupart des gens ne comprennent pas l'économie monétaire, la politique monétaire, parce que bon, c'est un sujet qui est très compliqué. C'est pas parce que les gens sont idiots, non, ils sont pas idiots, mais c'est un sujet qui est très compliqué. Moi-même, quand j'ai appris au départ, je ne connaissais pas trop, mais je me suis instruit dans ce sujet pour pouvoir comprendre en profondeur comment la politique monétaire fonctionne. Et je dois dire que je ne sais pas comment le dire en français, mais ou bien je vais dire que c'est révélateur. Voilà, c'est-à-dire, lorsque vous comprenez comment les banques centrales opèrent, ben, vous rendez compte que voilà, il n'y a pas de magie au fait. Et donc, c'est ce qui fait que justement la classe moyenne, puisque malheureusement la classe moyenne n'est pas financièrement éduquée, n'est pas assez financièrement éduquée pour comprendre ça. Et c'est pour ça que si vous voyez typiquement la classe moyenne dans les pays occidentaux, c'est la personne qui a une maison, deux voitures, des enfants, qui a un job à plein temps et tout ça. Et c'est même comme ça qu'on a défini le rêve américain, mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Et donc, et les gens de cette classe moyenne-là, le gros actif qu'ils ont, en réalité, c'est leur maison. Et j'ai expliqué dans le livre que votre résidence première n'est pas un investissement. Pourquoi? Ce n'est pas un investissement, et ça fâche beaucoup de gens, parce qu'ils voient ça comme un investissement. Il y a un attachement émotionnel là-dessus. Même quand vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui achètent leur première maison et disent « Oh, je réalise le rêve américain ». Non, tu ne réalises pas le rêve américain. Ce n'est pas un investissement parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans votre compte lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, surtout lorsque c'est votre résidence primaire. Le point d'un investissement, c'est d'avoir un retour sur ce dont on a investi. Et surtout, lorsque vous êtes dans l'immobilier, vous voulez avoir ce qu'on appelle le cash flow. Vous voulez avoir un revenu mensuel ou trimestriel qui vous permet de combler vos dépenses en plus du job que vous avez et tout ça. Et lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, surtout lorsque c'est votre résidence primaire, vous dépensez beaucoup dans les réparations, dans les impôts sur la propriété, sur le HOA fee et tout ça. Il y a toutes ces dépenses, mais il n'y a rien qui rentre en retour. Alors que lorsque vous avez des propriétés que vous mettez en location, telles que des Airbnb ou des vacation homes, il y a des gens qui deviennent locataires de ces propriétés-là et vous payent un loyer chaque mois ou chaque trimestre, peu importe c'est là qu'on parle d'investissement. Et là, maintenant, vous commencez à encaisser de l'argent. Et c'est là que votre maison devient un investissement. Mais si vous êtes propriétaire, que vous habitez là-dedans, bon, je ne vois pas comment c'est l'investissement. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vendre la maison afin d'avoir un bénéfice monétaire là-dessus. Mais si vous voulez, si cette maison, vous souhaitez la léguer à votre descendance, voilà, il y a rien à vendre. Et donc, ça, c'est juste les dépenses et la dette que vous transférez à votre descendance. Et en plus de ça, en France, je crois qu'il y a une taxe qu'ils ont tenté d'ajouter, je ne sais pas si ça a été officialisé, mais c'est la taxe sur la succession. Ouais. Donc, littéralement, voilà, ils vous pénalisent en plus juste pour être le propriétaire de ce qu'on vous a légué. Ce n'est pas juste. Je ne sais pas si ça a été fait au Canada, mais en France,
ils ont commencé à travailler là-dessus. La nuance que Et- tu vas avoir au Canada, Germinal, juste pour te dire, c'est qu'aux États-Unis, je pense que vous êtes taxé sur le gain de capital que vous faites sur les maisons. Par contre, vos intérêts sont déductibles. Nous, au Canada, la propriété dans laquelle tu demeures n'est pas taxable. Donc, le gain de capital que tu vas réaliser sur la vente de ta propriété, il n'y a aucune taxe qui est payée là-dessus, mais les intérêts ne sont pas déductibles, par contre. Ah, d'accord, Hmm. ok. Juste parce qu'avec Vincent, on a déjà parlé dans les podcasts précédents de ce que Vincent appelait le free banking, là. Oui. Et quelque chose en fait, qui m'a toujours fasciné, puis je suis curieux d'entendre le Germinal là-dessus, c'est que moi, j'ai toujours trouvé chez la figure de la Banque centrale et du banquier en chef de la Banque centrale, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire socialiste là-dedans. C'est-à-dire, Oui, bien sûr. c'est comme le planificateur des planificateurs. Tu sais, il y a un monsieur dans un bureau que lui, à un moment donné, il décide qu'on baisse ou on augmente le taux directeur. Et là, il s'imagine qu'avec ça, on va influencer directement le taux d'emploi, l'inflation, le marché immobilier. Puis, tu sais, c'est comme une espèce de figure socialisante un peu c'est vraiment le fantasme du planificateur central, mais tel qu'il est accepté par beaucoup, beaucoup de gens, même libre marché, puis ils trouvent ça totalement normal qu'il y ait une institution, un monsieur quelque part qui dit ben là, il y a trop de demandes dans l'immobilier, j'augmente le taux directeur, ça va faire calmer la surchauffe, après ça, ça va avoir tel effet, tel effet. Ça n'a pas toujours les effets escomptés, en tout cas pas automatiquement, pas toujours dans l'immédiat. Des fois, ça arrive avec un délai, des fois, ils réagissent trop tard, des fois, ils se trompent. Je suis curieux d'entendre ton point de vue là-dessus. Ben, tout d'abord, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est justement la planification centrale parce qu'il y a une autorité centrale. Et le pire, c'est que je suppose que c'est la même chose dans à peu près tous les pays du monde. Le gouverneur de la Banque centrale n'est pas élu. Il est nommé et il ne rend de compte à personne en général. Par exemple, ici, on voit Jérôme Powell, bon, il va se présenter devant le Congrès pour raconter un peu n'importe quoi, mais on ne peut pas l'enlever. Il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est comme un peu les juges aux États-Unis dans la Cour suprême ou les juges au niveau fédéral. C'est des aristocrates, on ne peut rien faire contre eux. C'est-à-dire tant qu'eux-mêmes n'ont pas commis de crime, voilà, ils peuvent prendre des décisions qui affectent la vie de millions de personnes et ils ne payent pas les pots cassés. Et c'est la même chose avec la Banque centrale. La raison pour laquelle la plupart des gens, où ça passe au-dessus de leur tête, comme on le dit, au niveau du concept de la planification centrale avec la Banque centrale, c'est parce que c'est le soft power. C'est-à-dire, il n'y a pas de coercition en tant que telle. Donc, les gens ne voient pas ça comme ça. Mais pourtant, c'est effectivement la planification centrale parce qu'il y a une autorité qui décide à quel moment on augmente les taux d'intérêt, à quel moment on les diminue, à quel moment on fait ci, à quel moment on fait ça. Et c'est intéressant parce que la planification centrale, surtout au niveau de la banque, du central banking, ça cause toujours des échecs. Je vais vous donner l'exemple des années au 19e siècle. Entre 1837, c'est-à-dire à la fin du mandat de Andrew Jackson, jusqu'à la guerre de sécession, il y avait ce qu'on appelle le free banking aux États-Unis. Bon, c'était un peu différent du free banking écossais, dont moi je suis partisan, qui est le vrai free banking, mais je reviendrai là-dessus. Mais le free banking américain, pardon? J'ai dit, on voit les sourires à Vincent apparaître. Là. Et donc, oui, le free banking américain, par contre, c'est un peu différent. Mais le point est que durant cette période de la fin du mandat de Andrew Jackson jusqu'à la guerre de sécession, les États-Unis ont connu que 3 récessions économiques. À partir de la guerre de sécession jusqu'à la création de la Réserve fédérale, c'est-à-dire de 1860-62 jusqu'à 1913, les États-Unis ont connu des récessions à n'en point fini. Et pourtant, c'était dans cette période qu'il y avait déjà le central banking. Il n'y avait pas de banque centrale, mais il y avait déjà le concept du central banking. Donc, il y avait des banques nationales qui déterminaient un peu quelle était la politique monétaire du pays. C'est là qu'on voit, par Et donc, exemple, la Banque de Saint-Louis ou la Banque de Philadelphie qui avait des grandes voilà, choses comme ça. voilà, c'est-à-dire qu'ils s'accordaient pour déterminer quelle est la politique monétaire nationale. Donc, et ça, c'est justement du central banking. Alors que
avant la guerre de sécession, c'était du free banking, c'est-à-dire la politique monétaire était déterminée par les forces du marché. Il y avait des monnaies concurrentes et voilà, chacun faisait du mieux qu'il pouvait pour que sa monnaie soit le plus valorisée. Et c'est là maintenant je veux en venir au free banking écossais. Le free banking écossais est le meilleur type de free banking. Pourquoi? Parce que ça force les gens à être responsables. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit dans le central banking, les gens ils s'engagent dans des pratiques d'emprunt à non point fini sans conséquence. Ils savent que voilà, ils vont prêter à n'importe qui et le gouvernement va toujours les tirer d'affaire. Alors que dans le free banking écossais, il n'y avait pas ça. Si tu te mets à emprunter ou à donner de l'argent à n'importe qui sans comprendre quelles sont les implications, tu vas faire faillite et il n'y a personne qui vient pour te sauver. Donc, ça forçait les banquiers à réfléchir par deux fois avant de se lancer. Et donc, ce qui faisait que justement, ça produisait des résultats optimaux par rapport au central banking qui produit des résultats sous-optimaux. Et donc, on le voit, et la preuve, la Réserve fédérale existe depuis 1913. Il y a eu la Grande Dépression et il y a eu la Grande Récession de 2008. Écoute, Pourtant, leur job, c'est justement d'empêcher ça. Et c'est eux, justement, qui créent ces crises économiques. moi, je vais faire un certain commentaire de clarification ici. La première chose, c'est que je pense que ça dépend un peu comment est-ce qu'on définit une récession, là. C'est sûr que des dépressions, des épisodes longs et prolongés de contraction très forte, le chiffre 3 est pas imprécis, mais il y a plusieurs récessions. Par contre, si tu regardes, j'ai envoyé dans les liens, puis on pourra les mettre pour les auditeurs, je pense que ça vaut la peine de mentionner que sur une note de commentaire, si tu regardes la performance de la Federal Reserve américaine, puis tu le compares avec justement le free banking, c'est pas clair si la Federal Reserve performe mieux que le free banking. Puis ça, les gens vont dire que, ah, regarde, c'est une preuve que c'est pas mauvais. Ouais, mais la Federal Reserve, c'est la meilleure banque centrale au monde. Puis c'est pas clair si elle surperforme le marché. La réalité, c'est que la plupart des autres banques centrales sont absolument merdiques. Fait que, tu sais, j'ai comparé le top de la distribution des banques centrales avec un régime monétaire qui était plus ou moins compétitif avant. Puis il faut comprendre qu'aux États-Unis, avant, il y avait une des règles qui faisait que tu avais probablement que tu forçais le secteur privé à avoir plus de problèmes financiers parce que tu n'avais pas le droit d'émettre de la monnaie privée sur d'autres actifs que les bons du trésor que le gouvernement avait. Fait que tu n'avais pas le droit de les mettre sur d'autres choses que ça. Fait que la masse monétaire était fixée un peu par l'État. Donc, tu sais, avais une partie du problème. Le pays où il n'y avait pas de fixation, parce que c'est les Écossais qui l'ont amené Oui. chez eux, c'est le Canada. Le Canada, lui, la masse monétaire pouvait changer très rapidement, pouvait s'adapter aux chocs, pouvait s'adapter aux fluctuations saisonnières. Et le Canada, tu as des articles qui sont très bien écrits, qui cadrent avec la question pourquoi le Canada n'a jamais eu de crise bancaire. Ouais. Puis c'est littéralement pourquoi euh, c'est assez performant comme système, le free banking. Par contre, je vais dire quelque chose que, maintenant, sur une autre note, que Germinal n'a pas mentionné, qui vaut vraiment la peine d'être mentionné, c'est que euh, s'il y a des bénéfices qui vont à certaines personnes des banques centrales, ça veut dire qu'on peut arrêter le style mythe de marde que les banques centrales sont indépendantes, ce que je n'ai jamais accepté comme économiste. Les banques centrales, on a plusieurs formes de preuves qu'elles répondent aux incitations politiques, euh, comme on s'attendrait des bureaucraties, et que c'est vraiment un mythe dans la discussion publique que, oh non, 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 c'est Ben pas écoute, vrai, ils sont ben, tu l'as vu au indépendants. Canada, pas à peu près. Là. Je veux dire, la journée que le chef de l'opposition officielle pressenti à ce moment-là pour remplacer le gouvernement en place est allé dire que le CIO de la banque n'avait pas fait sa job et que s'il était élu, il allait le remplacer.
ils ont changé à 180 degrés le discours, puis ils ont arrêté toute l'histoire qu'il n'y aura pas d'inflation, puis qu'elle va être transitoire, puis s'il y en a, elle va être là pas longtemps. Ils ont complètement changé le discours à 180. Donc, c'est pas vrai qu'ils sont imperméables au discours politique. Là. Oui, puis non seulement ça, mais. Attends un petit peu, Vincent. Une des preuves aussi qui est au niveau de la Fed, c'est que normalement, les objectifs liés à l'inflation, tu peux penser que ça peut être intelligent, par exemple, puis tout ça, mais la journée que tu introduis garder l'inflation dans une certaine fourchette et le taux de chômage relativement bas comme objectif, tu dis ça, c'est un objectif de politicien, c'est pas un objectif d'économiste, le taux de chômage relativement bas, parce que le taux de chômage permet à l'économie de s'ajuster généralement quand même bien. Puis là, quand tu introduis le concept de taux de chômage, de manager tes affaires, puis les deux peuvent carrément être contradictoires dans certains scénarios économiques, tu dis, tu mets la Banque centrale dans un drôle de catch-22 dans cette situation-là, mais en introduisant la gestion du taux de chômage, ben, tu te dis, OK, ça, c'est pour satisfaire le politicien en bout de ligne. C'est pas vrai qu'il y a un économiste qui a pensé que c'était une bonne idée. Euh, non seulement ça, mais moi, je vais rajouter une chose. On sait que la Banque centrale, il y a 2 épisodes qu'on sait qui répondent aux pressions politiques. La première, c'est que dans les années 80, pendant que Reagan faisait, pendant que Paul Volcker, qui est adulé par tous les économistes à cause qu'il a fait la lutte à l'inflation, Reagan mettait de la pression parce que une politique monétaire qui réduit l'inflation, l'effet que ça a, c'est que le taux de change va grimper. Si tu as une politique monétaire plus restrictive que les autres, qui tu penses qui est allé se plaindre au président? Les exportateurs. Qu'est-ce que le président a fait? Il a mis de la pression sur la Banque centrale, puis les historiens de la Banque centrale, de la Fed, montrent qu'il y a eu une sorte de réponse où ils ont dit on va essayer de coordonner nos actions avec les autres banques centrales pour que le taux de change puisse diminuer, puis qu'on réussisse le combat à l'inflation. Mais c'est du jeu politique qui se passait. Puis les banques, on le sait que les banques centrales répondent aux pressions politiques, mais si tu as les gains inégalitaires qui sont mentionnés à cause que certaines personnes ont des véhicules de revenus qui sont plus imperméables à l'inflation, qui tu penses qui va demander des politiques pro-inflation, puis qui tu penses qui va s'organiser contre les politiques pro-inflation? C'est par définition, la politique monétaire doit être politique, puis j'ai jamais compris pourquoi tout le monde est là. Ah non, la Banque centrale est indépendante, puis c'est beau. C'est pour ça que je suis vraiment content du livre de Germinal. C'est Chris, quelqu'un doit le dire à un moment donné là, que c'est comme une sorte d'éléphant dans la pièce que les économistes disent souvent non, 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 ils sont indépendants. Puis il y en a toujours un ou deux qui savent que c'est pas vraiment indépendant. Puis ils vont dire quelque chose. Oh, mais tant que c'est quasi indépendant, puis ils vont parler de quasi indépendante. Et ta gueule, c'est pas quasi par définition, c'est pas faux. Puis en bout de ligne, il ne faut jamais oublier que ça, c'était l'exemple d'une banque centrale qui n'est pas si pire, la Fed. Ne jamais oublier que le Zimbabwe jouait beaucoup avec sa banque centrale. Et c'est ça. Ça n'a pas bien été. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter sur ce que Vincent élaborait. C'est que déjà, pour vraiment comprendre, mais de façon la plus simple possible, pourquoi les banques centrales ont tendance à échouer en général, mais c'est tout simplement à cause du concept du monopole. Lorsque vous avez le monopole sur quelque chose, vous n'avez plus cette envie d'innover, vous n'avez plus cette envie de faire mieux par rapport à la compétition. La compétition vous force à innover, elle vous force à vous bouger, elle vous force à vous améliorer et de réduire les prix de vos biens et services par rapport au monopole. Lorsque vous avez le monopole sur quelque chose, ben, vous n'avez pas de compétiteur. Donc, vous vous en foutez un peu, on va dire ça comme ça. Et donc, vous augmentez les prix, et vous négligez l'aspect de la qualité de ce que vous vendez. Et c'est la même chose avec les banques centrales, puisque les banques centrales n'ont pas de compétiteurs et donc ils peuvent se permettre de prendre des décisions qui savent que ils n'auront pas les pots cassés, ils ne vont pas payer les pots cassés puisque les récipients, on va dire les bénéficiaires de la politique monétaire ne peuvent pas aller quelque part d'autre, ne peuvent pas aller chez le compétiteur. Et donc, et ça c'est de un. Et de deux, les banques centrales font une mauvaise politique monétaire. Je m'explique. Lorsqu'ils implémentent la politique monétaire, ils se concentrent sur la demande au lieu de se concentrer sur l'offre.
mais c'est l'offre qui appelle la demande. On ne demande pas quelque chose en existence. On crée d'abord quelque chose et ensuite on regarde est-ce que le marché est réceptif à ce que nous avons créé. Et c'est en fonction de ça maintenant que si le marché est réceptif, maintenant on en crée plus et là la demande augmente. Mais le problème c'est que les banques centrales, elles opèrent dans le sens où elles essaient de stimuler la demande sans tout d'abord stimuler, on va dire, l'offre. Et donc, c'est ce qui fait que, et lorsque vous stimulez la demande sans stimuler l'offre, il y a un grand écart, il y a un discrepancy. Et c'est pour ça qu'il y a toujours l'inflation qui s'opère. C'est pour ça que nous avons même un système inflationnaire, puisque l'argent n'est basé sur rien. Ce n'est pas basé sur les talons or ou sur les talons argent, c'est basé sur la dette. Une dette que nous ne payons jamais. Donc voilà, les gars ils disent, oui, c'est une promissory note, on promet de repayer la dette est à 40 trillions aujourd'hui. Donc il faut arrêter. On ne paye jamais la dette. L'argent continue de se multiplier. C'est la seule façon pour pouvoir, on va dire entre guillemets, soutenir l'économie. Ils sont obligés de constamment injecter de l'argent dans l'économie afin de la soutenir. Et donc, lorsqu'ils injectent, c'est pour ça que vous voyez les banques centrales dire, oui, c'est normal que l'inflation augmente de 2%. Ils ont créé ce qu'on appelle la règle de Taylor. Je suis sûr que Vincent connaît cette règle, ou qui dit que les banques centrales doivent, l'inflation doit augmenter de 2% chaque année pour maintenir sa stabilité financière. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un vrai système basé sur le capitalisme, sur l'échange libre, ça doit être un système déflationnaire qui bénéficie les consommateurs. Et non. Moi, je vais juste faire une clarification ici parce qu'il y a plusieurs éléments, puis j'ai comme peur qu'on ait perdu certains auditeurs. Tout d'abord, la question de l'offre et la demande que tu mentionnes. Dans le long terme, la quantité d'argent en circulation n'a pas d'effet sur la productivité. Tu doubles la quantité de dollars en circulation, les gens sont pas plus productifs, ils sont pas riches. C'est ce qu'on appelle, il n'y a pas d'illusion monétaire. Il n'y a personne qui est stupide pour penser que hey, j'ai 2 fois plus d'argent dans mon compte, puis les prix sont 2 fois plus élevés, fait que je vais dépenser encore plus. Non, non, il n'y a rien qui va avoir changé. Le problème, c'est la transition du court terme au long terme. Est-ce que l'argent rentre de manière neutre dans l'économie? Nope. L'idée que les gens ont, c'est que si elle rentre de manière pas neutre, est-ce que tu peux stimuler dans le court terme pour éviter les frictions qui sont liées au cycle d'affaires? Donc, que tu t'évites des problèmes en faisant ça parce que des salaires ou des prix sont un peu plus rigides que d'autres. Ça veut dire que ça, c'est l'argument qui est fait. Mais il y a une chose que je pense que. Puis, j'essaie de revenir maintenant à ce que Germinal essaye de dire sur la question de la classe moyenne. C'est que si tu as une politique monétaire que tu peux augmenter facilement, puis qu'il y a des gens qui veulent avoir une politique plus expansionniste qu'autre chose. D'ailleurs, on va présumer ici, pour simplicité, que la Banque centrale est un planificateur bénévolent qui a toute l'information, qui a juste toute l'information. Il est omniscient, mais il n'est pas bénévolent. Juste si je permets le fait qu'il peut répondre à des pressions politiques, tu vas avoir un problème pour la classe moyenne parce que ce qui va se passer, c'est que ceux qui sont là maintenant vont bénéficier de la politique monétaire, mais ceux qui essayent d'accéder pour rentrer dans la classe moyenne, donc de passer de pauvres à riches, vont être un peu stickés. Fait que l'effet que moi j'ai compris quand je disais Germinal, c'est que l'argument de la politique monétaire fait en sorte que ça redistribue vers les gens qui sont un peu en haut de la médiane et très en haut de la médiane, mais ça fait en sorte que les gens, après ça, il y a comme une sorte de ligne de démarcation que tu ne peux pas traverser à cause que le système monétaire a un biais en termes de comment il fonctionne en faveur de gens plus aisés et donc de moins de mobilité sociale. C'est ça. Je m'amuse à jouer l'avocat du diable avec vous deux, les amis. L'argument qui est avancé généralement pour garder l'inflation dans une fourchette entre 1 et 3 %, c'est que si on va dans la zone de déflation, ça va décourager l'investissement parce que si ton argent prend de la valeur en attendant, ça ne t'incitera pas à l'investir dans l'économie, ça va t'inciter à la garder en dessous du matelas. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ça, c'était pas l'argument des Keynésiens. Il faut euthanasier la rente avec l'inflation.
Ben, je sais Ben, pas C'était. si, je sais non, je pas pense pas si que c'est cringé, Germinal mais veut. c'est l'argument classique, je te dirais, que je vais voir le plus souvent en faveur de la fameuse cible de 1 à 3. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont dit au fil du temps, l'inflation, c'est pas si pire que ça, c'était exactement ça leur argument. C'était de dire, ben justement, s'il y a de l'inflation, tu désincites les gens à accumuler inutilement de l'argent, puis ils vont à dépenser. Comme il y a à Ouais, dépense, ça exact. fait rouler l'économie. Fait que c'est essentiellement la version. Exact, c'est ça, c'est Ben, ça. ben, ça dépend. Je vais répondre. Excuse, Germinal, je vais te la voler, celle-là. Ça dépend qu'est-ce qui cause la déflation. Si ce que tu as, c'est que tu as un choc sur la demande, OK? La déflation peut être contre-productive, donc faire des demandes. Parce que ce qui se passe, c'est que maintenant, tout le monde s'attendait à qu'il y allait avoir un certain niveau de demande, la demande implose. Et là, les prix sont rigides, donc là, tu es obligé de sacrer du monde dehors. Puis tu as ce qu'on appelle un debt deflation, où est-ce que les dettes du passé deviennent plus lourdes en termes réels Un peu à ce qui est cause arrivé de au la, Japon, en fait. un peu. Le problème, c'est que les, ces types de déflation-là, là, il y en a une qu'on connaît. C'est la Grande Dépression. OK? Les autres épisodes de déflation qu'on a, c'est des déflations parce que l'offre a augmenté. Si l'offre a augmenté, ça veut dire qu'on est plus productif. Ça veut dire que les gens, quand ils font des investissements, ils s'attendent à des profits, puis ils savent que s'ils produisent plus, les prix vont être plus bas. Fait que c'est anticipé. L'aspect qui est important, c'est est-ce qu'il y a une choc de demande qui est non anticipé, donc que tout le monde subit une surprise. Mais si c'est un effet que les gens ont fait des investissements pour ça, c'est anticipé. Donc, les déflations liées à des gains de productivité, c'est bien, Mhm. puis la politique monétaire ne devrait pas répondre à ça. En fait, la meilleure politique monétaire devrait accommoder une règle de déflation. Donc, c'est ça que, par exemple, George Selgin appelle the productivity norm. C'est Et que tu c'est dois. là où j'en venais justement. C'est là... Mais vas-y, continue. C'est là Non, où non, j'en non, venais. non, non, je l'ai seté up pour toi. J'ai utilisé Selgin parce que je sais que c'est là que tu t'en vas. Fait que je te laisse pourquoi le productivity norm est important. Je te laisse la POC, je le savais que tu t'en allais là. Non, ben, la norme de la productivité est importante tout simplement parce que lorsque vous produisez plus, vous donnez bien sûr de l'option au consommateur. Et lorsque le consommateur a plus d'options, bien, même s'il veut en dépenser, puisque l'offre est beaucoup plus que la demande, ce qui donne du pouvoir d'achat au consommateur. Et c'est là où c'est important. C'est pour ça que lorsque les prix augmentent dans un système non interventionniste, ça augmente en fonction du fait que c'est la demande qui est en train de, c'est la demande qui est en train de rattraper l'offre. Alors que dans le système dans lequel nous vivons, c'est l'offre qui essaie de rattraper la demande. Et c'est pour ça que nous avons une inflation constante. Et puisque nous avons un système qui est basé sur un concept de stimuler l'offre, de stimuler la demande par rapport à l'offre, alors, la productivité a du mal à rattraper la demande. C'est là, et donc maintenant les banques centrales sont obligées de continuer à injecter de l'argent dans l'économie, à dire à tout le monde que oui, c'est normal que l'inflation augmente de 2%, ça fait que notre économie est, comme on dit, est healthy, et voilà, alors que normalement, le système idéal, c'est un système déflationnel basé sur la norme de la productivité. Mais cela, maintenant, c'est quasiment impossible de voir ça. Aujourd'hui, quand on dit déflation, c'est comme si on dit que Satan est revenu sur Terre. Voilà, les gens, personne ne veut entendre le mot déflation. Déflation, c'est pas possible. Alors que dans un système basé sur l'économie de marché, sur le libre-échange, la déflation, surtout basée sur la norme de la productivité, doit être le système de défaut ou le système de facto, et non le système que nous avons aujourd'hui qui est basé sur la dette et l'imprimerie de l'argent à n'en point finir. Je pense que la critique qu'on va avoir beaucoup au niveau du système actuel basé sur les cibles d'inflation, premièrement, c'est les lags. Le fait que les mesures d'inflation arrivent souvent en retard, donc on se rend compte évidemment un peu trop tard que la déflation est commencée ou que l'inflation est commencée, ben les banques centrales se retrouvent souvent à courir après leur queue un peu, puis à agir toujours un peu trop tard éventuellement. Je pense qu'en 2008, ça a été vraiment exemple flagrant de ça, où est-ce que quand tout a crashé,
au niveau des bourses, mais évidemment au niveau bancaire, où est-ce que là, il y avait vraiment c'était le système bancaire qui était carrément la source du problème de cette crise-là. C'était assez spectaculaire. On se rappelle, on avait prêté de l'argent à des gens qui n'auraient pas dû avoir des maisons normalement. Il y C'est avait ça. des prêts sur 40 ans où est-ce que les gens ne payaient même pas en paiement le montant d'intérêt qui leur était chargé. Généralement, il y avait toutes sortes de prêts où est-ce qu'on remboursait jamais le capital. Il y avait vraiment une grande exagération au niveau de la prise de risque des banques. Oui. Puis ce qui était caché derrière ça, c'était un peu des notions fuckées, où est-ce qu'on avait fait ce qu'on appelle de la titrisation, où est-ce qu'on avait pris toutes sortes de mauvais prêts, mais quand les packageait ensemble, on disait qu'on réduisait le risque, puis finalement, c'était un beau produit 3A que tu pouvais mettre dans ton portefeuille sécuritaire. Oui, oui. Il y a toutes sortes de passes du coyote qui s'est passé en 2008 qui a fait en sorte qu'on a prêté de l'argent à des gens qu'il ne fallait pas. Donc, les banques, évidemment, ont été en crise et on a eu un bank run comme phénomène à ce Oui. moment-là. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup d'interventions au niveau des banques centrales. On a vécu une déflation à ce moment-là parce qu'il y a eu un shutdown économique assez spectaculaire dans ce moment-là, veut pas, qui a définitivement affecté la demande, on s'entend, là, au niveau de bien des trucs. Mais encore là, plusieurs économistes vont accuser la Banque centrale d'être au centre un peu de tout ça avec une politique qui a été très longtemps accommodante dans un contexte que ça n'aurait peut-être pas dû l'être et qui a été aussi de l'autre côté qu'en 2008, quand tu te grattes un peu à cause qu'il y avait de la déflation, des économistes vont dire que la politique monétaire était même trop restrictive, alors qu'on avait baissé quand même les taux d'intérêt rapidement pour faire face à la crise, puis ainsi de suite. Mais malgré tout, la politique monétaire restait restrictive de leur côté. Puis c'est ça qui a fait en sorte que ça a quand même pris, ça a été une crise économique qui a été quand même longue à régler pour que rebâtir une croissance, une confiance dans le système, si on veut, auprès des Américains. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile de dire que Greenspan n'est pas à l'origine de cette crise-là. C'est pas que lui qui a été la source du problème, on s'entend. Il y a eu un grade au niveau bancaire qui a été tout simplement complètement débile. Mais Greenspan est pointé du doigt par plusieurs parce qu'il a été beaucoup trop accommodant dans la période avant 2008, veut pas, là. Oui, c'est ça. Et même Clinton et Bush avaient commencé la politique du American Dream Down Payment Act, ce qui justement plus ou moins éliminait les critères qu'il fallait pour pouvoir être approuvé pour être propriétaire d'une maison. Et comme tu disais, c'est ce qui a fait que maintenant, il y avait des gens qui n'avaient pas le revenu qu'il fallait pour pouvoir être propriétaire d'une maison, qui pouvaient maintenant le faire. Et bien sûr, dans le secteur privé, les banques ont vu ça comme une opportunité pour se faire plus de bénéfices. Et donc, ils ont capitalisé au fait sur l'intervention de l'État pour justement se faire plus de bénéfices. Et c'est là où tout a chuté. Parce que si l'administration Bush, par exemple, n'avait pas implémenté cette loi, les banques auraient maintenu plus ou moins les mêmes critères qu'il fallait pour être propriétaire d'une maison. Voilà, c'est-à-dire avoir un revenu à partir d'un certain niveau et tout le reste qui va avec. Mais lorsque l'administration Bush vient et dit que non, ça fait partie du rêve américain, que tout le monde soit propriétaire d'une maison, ben voilà. Et donc maintenant, tout le monde, même ceux qui ne sont pas qualifiés, maintenant pensent qu'ils sont qualifiés pour pouvoir être propriétaire d'une maison. Puis bon, on connaît un peu ce qui s'est passé après. Mais justement, comment expliquer que, moi, c'est une question qui m'obsède, là. Tu as parlé du rôle de la Banque centrale. Tu viens de parler du rôle de l'administration Bush. Yann a parlé de Greenspan. Tu as parlé des cronies qui tournent autour de l'État et qui se nourrissent de l'intervention de l'État. Et si je faisais le test, là, puis je vous quitte, là, puis je m'en vais à la librairie qui est à l'autre bord de la rue, là, et j'essaie de trouver des livres qui parlent de la crise financière de 2008-2009. Je suis prêt à parier tout ce que j'ai, là, qu'une des premières phrases que je vais lire là-dedans, ça va être « On voit ainsi les limites du libre marché et du capitalisme sauvage ». Mais où est-ce que les gens voient du libre marché là-dedans quand il y a un banquier central qui décide de qui peut avoir, bon, quels sont les taux, après ça, on décide avec des lois qui va avoir droit à avoir un prêt ou pas, après ça, il y a des interventions, Qu'est-ce qu'il y a de libre marché là-dedans? Je cherche la réponse et je ne la. J'essaie de trouver une réponse à ça, mais je ne la trouve pas. Mais pour des gens, le Ben, libre je ne pense marché, pas c'est que juste tu de vas la faire trouver dans l'intervention. ces livres-là.
Non, ça, c'est sûr. Mais c'est ce qui est communément admis, là. C'est pas moi qui l'ai inventé, là. Si tu parles à peu près à n'importe qui, tu ouvres un bouquin qui parle de la crise, on va très rapidement dire, ben là, c'est à cause de la déréglementation, du libre marché, du capitalisme sauvage, puis c'est à cause qu'on a laissé les grandes entreprises faire n'importe quoi, puis c'est toujours Je pense ça que qui est dit, là. Je pense que c'est un peu de notre faute, les Canadiens, dans un sens que la crise de 2008, le Canada a été beaucoup moins impacté que plusieurs pays dans le monde. Notamment parce que les banques forment un oligopole ici. Grosso modo, au Canada, tu as 6 banques. C'est c'est quand même assez tranquille côté compétition bancaire, là. Il y a une forme de quasi-oligopole au Canada. Puis, les banques n'avaient pas pris ce genre de risque-là. Les banques canadiennes n'avaient pas pris ce risque-là. Donc, les prêts consentis au Canada étaient quand même raisonnables quand tu regardais ce qui se faisait au sud de la frontière. Et on voit cette réglementation. Puis l'une des raisons pourquoi il y a juste 6 banques, c'est qu'il y a une réglementation très forte qui empêche la compétition de banques américaines, par exemple, au pays. Alors qu'au niveau américain, vous allez avoir des banques régionales, des banques nationales, vous avez toutes sortes de banques. Il y a des milliers de banques différentes aux États-Unis. Donc, la compétition bancaire est très forte. Je pense que dans l'esprit de plusieurs, le fait que le Canada ait été épargné, c'est la preuve qu'une réglementation forte au niveau bancaire était quelque chose de Ouais, bon. mais Simplement. moi, Mais je vais me permettre une réponse je avant veux ça. juste finir là-dessus. Ce que les gens ont échappé, c'est que le Canada, présentement, on fast-forward en 2025, puis on a une des plus grosses bulles immobilières sur la planète présentement. Parce que justement, nous autres, on n'a pas eu la correction en 2008-2009 comme les États-Unis l'ont eu. Ben, écoute, avant je vais essayer, Germinal, de rajouter quelque chose, mais j'envoie un des articles là, qui est les plus connus en histoire économique sur le Canada et le secteur bancaire. Puis ça dit, le titre est assez clair. C'est Why didn't Canada have a banking crisis in 2008 or in 1930 or 1907 or trois petits points? Parce que historiquement, le Canada a toujours été exempté de grandes crises financières. Il y a des récessions, don't get me wrong, mais des crises de confiance dans les institutions financières, le Canada en a presque pas eu. La seule qui est peut-être ça, c'est 1837, parce que c'est en même temps que les rébellions. Il y a une crise bancaire dans le décor en même temps, mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. La seule et bonne raison, c'est que les banques au Canada ont toujours été très stables parce que oui, d'accord, il y a des restrictions sur la concurrence, mais ils ont aussi très peu d'obligations qui leur sont imposées historiquement par l'État en termes de quels risques qu'ils doivent prendre. Donc, aux États-Unis, par exemple, un des grands risques pour les banques américaines, c'est pas qu'il y a beaucoup de banques, puis tu as des gens qui vont dire, si tu vois, c'est les méfaits de la concurrence. Par exemple, aux États-Unis, tu as des lois, particulièrement dans la Grande Dépression. Si tu avais une banque en Iowa, tu ne pouvais pas ouvrir une succursale en Illinois parce que c'était une autre loi. Donc, tu devais garder tes actifs par État. Mais ça faisait que les banques étaient beaucoup plus vulnérables à des chocs. Tu avais des banques qui avaient des pools de risques qui étaient super localisés. Donc, ils étaient plus vulnérables à des chocs financiers ou des chocs au commerce international. Le Canada n'a jamais eu des trucs débiles comme ça. Il y a des restrictions sur le nombre de banques en concurrence, sur qui peut faire concurrence, mais on ne dit pas aux banques qu'il faut que tu fasses tel prêt, il faut que tu essayes d'aider telle personne. Puis, tu remarqueras justement sur le logement, les banques sont tout à fait au courant que ce qui se passe au Canada, pourquoi il y a une bulle immobilière, c'est pas que c'est une bulle, ils pensent pas que c'est une bulle. Ils savent que c'est juste que l'offre diminue puis que les prix continuent d'augmenter, mais ils n'essayent pas de prêter, en fait, de ce qu'on voit, ils essayent de résister les Oui. tentatives de subventionner la demande parce qu'ils savent que ça peut créer des problèmes, justement. Hmm. Quand même Et intéressant. si, si vous me permettez d'être un peu plus philosophique pour un moment, il y a François qui disait tout à l'heure que s'il Hey, allait dans une c'est weird, librairie, c'est weird d'entendre François, c'est Frank. Frank, je vu Ben là, François, c'est ça mon excusez-moi. nom, hein. Il a le droit de m'appeler Et- par mon nom. Non, non, je sais, mais moi, je suis pas habitué. Je sais. Il y a Frank qui disait que s'il allait dans une librairie pour prendre un livre sur la politique monétaire et que les premières phrases qu'il verrait, c'est que on blâme le libre-échange pour la crise de 2008. La question est de se demander, mais pourquoi les hommes, les êtres humains en général, sont obsédés par cette idée
d'une autorité centrale qui doit forcément coordonner la société. C'est là d'où vient en réalité tout le problème. C'est-à-dire que les gens, à mon avis, les gens ne comprennent pas au fait le fond du capitalisme et le fond du libre-échange. Les gens voient le capitalisme et le libre-échange comme un stade, comme une étape d'un système économique qui passera. Alors que ce n'est pas une étape. Le capitalisme et le libre-échange sont la réflexion de la nature humaine. L'homme, par défaut, est guidé par son intérêt personnel. Ça ne veut pas dire l'égoïsme. Il y a une grande différence entre l'intérêt personnel et l'égoïsme. Et donc, lorsque Adam Smith écrivait dans La richesse des nations, il disait que lorsque le boulanger prépare son pain, il ne le fait pas de la bonté de son cœur. Il le fait pour pouvoir nourrir sa famille, en nourrissant justement sa communauté. Et il disait que c'est lorsque nous nous focalisons sur notre intérêt personnel, sur nos motivations, sur nos aspirations personnelles, que nous créons du génie, que nous arrivons à créer de la valeur, que nous produisons quelque chose qui bénéficie non pas que nous-mêmes, mais tout le monde. Et les gens ont du mal à accepter ce concept-là. Ils se disent que non, c'est de l'égoïsme, que ceux qui soutiennent le capitalisme, ils veulent juste s'enrichir et se goinfrer. C'est faux. Supposons même que c'est le cas, on veut se goinfrer. Ben, on ne le fait pas à crédit. On doit créer de la valeur. Et la création de la valeur est la chose la plus difficile. Parce que lorsque moi, je crée de la valeur, lorsque je crée un produit, je dois venir devant vous, vous présenter le produit, vous essayer de vous convaincre de pourquoi ce produit a de la valeur et pourquoi cette valeur va vous bénéficier, sachant bien que la valeur est subjective. Ce qui peut être valorisant pour Vincent n'est pas forcément valorisant pour Yann. Et donc, je dois essayer de trouver un terrain d'entente pour que vous tous, vous vous mettiez en accord pour acheter le livre. Alors que le gouvernement, il veut se faire du revenu, il prend dans ton paycheck sans demander ton avis. Mais alors, où on va là? C'est là la différence, c'est là la difficulté. Et les gens ont du mal à comprendre que le capitalisme, c'est la réflexion de la nature humaine. Ce n'est pas une étape économique qui va s'évaporer et puis on va passer au socialisme après. Le socialisme, c'est une fabrique de l'imagination humaine. Moi, je pense que les gens, la raison pourquoi... Excuse-moi, une délusion de l'imagination humaine. Merci. C'est très important de qualifier le commentaire. Une des raisons pourquoi les gens, je pense, qui comprennent mal le capitalisme ou ne l'apprécient pas suffisamment, c'est que si tu veux les convaincre que le capitalisme est un mauvais régime, tu vas toujours utiliser un peu la jalousie pour y arriver, qui est une émotion que tous les êtres humains vont avoir. Exemple, si tu arrives puis tu travailles fort, tu as un salaire médian, par exemple, ainsi de suite, c'est facile de trouver quelqu'un qui travaille moins fort que toi qui va avoir un meilleur salaire que toi éventuellement. Donc, si tu arrives, puis le seul questionnement que tu as dans ta tête, c'est est-ce que c'est le système qui est pourri puis qui fait en sorte que des gens travaillant moins fort que moi ont un meilleur salaire? Tu sais, je veux dire, le meilleur exemple est un acteur de Hollywood, par exemple. C'est pas vrai que ces gens-là travaillent fort. Ces gens-là bénéficient des fois juste de leur beauté ou leur facilité d'élocution, mais ils ne travaillent pas fort. Ils ont quelques heures de tournage par année puis ils ramassent des millions de dollars. Donc, c'est relativement facile de trouver des exemples qui vont stimuler ce sentiment de jalousie-là. Et peu de gens réalisent les bienfaits non plus du capitalisme. Je me suis amusé cette semaine, j'ai montré à mon fils de 16 ans le fameux vidéo de Milton Friedman sur le crayon, qui commence en disant il n'y a pas un homme sur la Terre qui est capable de créer ce crayon-là par lui-même. C'est impossible. Tu as besoin de chainsaw, tu as besoin d'acier, tu as besoin de graphite, de rubber, name it. Il n'y a aucun être humain qui est capable de le concevoir. Pourtant, on est capable de l'acheter pour quelques sous seulement. Et le pire, c'est que tout le monde dans la chaîne de production a fait un profit. Et les gens qui ont coopéré pour fabriquer ce crayon-là, en réalité, ont tous fait un profit. Et souvent, ces mêmes gens se détestent entre eux. Ils n'ont pas la même religion, pas le même langage. Certains de ces gens-là sont dans des pays qui sont en guerre au fil du temps, un contre l'autre.
Mais malgré tout, on est capable de créer ce crayon-là parce que le système de prix permet de transporter les matières, de confectionner les trucs à divers endroits et de rendre tout ça fonctionnel. Quand tu arrives et tu as la capacité de comprendre que la conception d'un simple crayon est réellement quelque chose de fantastique, je pense que tu finis par comprendre c'est quoi le capitalisme. Malheureusement, quel pourcentage de la population comprend réellement qu'est-ce qui se cache derrière cette analogie-là du crayon? C'est peut-être 5 à 6 de la population qui le comprend en Oui. réalité. Ouais. Je voudrais même dire que, en réalité, je pense que la haine qui dérive du capitalisme, c'est-à-dire pourquoi les gens détestent le capitalisme, c'est parce que pour la plupart des gens, comme Yann disait, on a l'impression qu'il y a certains qui bénéficient sans y travailler. Et ça vient justement de l'économie de la rente. C'est-à-dire, voilà, vous avez des héritiers, comme on dit ici, les trust fund babies. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont eu la chance d'être nés de familles riches et donc qui ont pu bénéficier du fait que papa et maman ont des actifs et donc ils prennent ça. Et donc, bien sûr, ça crée du ressentiment. Mais c'est intéressant parce que dans la plupart des cas, la plupart, pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, euh, la fortune générationnelle ne dure pas. Parce que lorsque justement vous avez des trust fund baby et que vous ne les éduquez pas à comprendre qu'est-ce qui crée la richesse, ils dilapident l'argent. On a vu ce cas avec les Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt qui a créé la fortune, l'empire Vanderbilt. À la troisième génération, il n'y avait pas un seul Vanderbilt qui était millionnaire. À part, bon, maintenant Anderson Cooper qui est redevenu millionnaire, mais voilà, la plupart des Vanderbilt à la troisième génération n'avaient plus rien en termes de statut social, etc. C'est parce que Les justement, Rockefeller, ce ne sont plus les plus riches aujourd'hui. Ils se sont fait voilà, ils ne racheter sont plus les plus riches. Donc, c'est pour dire que justement, il y a ce côté népotique et le côté de l'économie de la rente. Mais l'économie de la rente est un système qui est voué à l'échec parce que vous profitez d'une structure que vous n'avez pas créée. C'est-à-dire, vous bénéficiez de ce que cette structure vous donne jusqu'à ce que cette structure ne peut plus produire. Mais c'est ce qu'on voit justement dans les pays du tiers-monde. Lorsque vous regardez, par exemple, la plupart des pays africains, les pays africains sont très riches en termes de ressources naturelles, mais ils n'ont pas créé ces ressources naturelles. Je prends l'exemple du cacao, de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est producteur de cacao, est le premier producteur de cacao au monde. Et bien sûr, les Ivoiriens adorent se bomber la poitrine. Oui, nous sommes le premier producteur de cacao au monde, mais vous n'avez pas créé ce cacao. Je suis désolé. Ce cacao que vous avez, vous ne l'avez pas créé. Vous êtes juste chanceux d'habiter dans une région où il y a du cacao. Le cacao a simplement de la valeur parce qu'on le produit en produit fini, en produit qui est destiné à être consommé. Mais la cabosse de cacao en elle-même ne produit rien. Et c'est comme pour les pays qui sont riches en pétrole, la Libye, le Venezuela. Voilà, le Venezuela est un exemple parfait. Le Venezuela, ils sont assis sur le pétrole, l'économie de la rente. Mais lorsque maintenant leur pétrole ne produisait plus de revenus, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la société vénézuélienne a chuté. C'est pour ça que Adam Smith disait que la valeur la valeur de la richesse n'est pas fondée sur la quantité d'or ou de ressources naturelles que vous avez, elle est fondée sur la production économique. Il faut que les gens soient obsédés par la production, créer, c'est-à-dire créer quelque chose qui vient de rien, à partir de rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la société américaine, et c'est là où les Américains ont réussi à se distinguer des Britanniques, c'est que lorsque vous regardez l'aristocratie britannique, elle est fondée sur le landed gentry. C'est des propriétaires fonciers, voilà, ils ont des terres, ils ont des propriétés et tout ça. Alors qu'aux États-Unis, ou même comme au Canada, l'aristocratie dans ces deux pays est fondée sur le commerce. Le commerce, c'est quelque chose que tu crées à partir de rien. Créer une entreprise, c'est difficile. Alors que être propriétaire terrien,
Si vous venez d'une famille où papa et maman ont des biens, ils vous le lèguent, ben vous en profitez. Vous ne faites quasiment pas grand-chose. Et c'est là d'où vient, je pense, le ressentiment, le ressenti du capitalisme que les gens ont envers le capitalisme. C'est ce concept de l'économie de la rente que, ah oui, il y a des gens qui sont riches, ils ne méritent pas d'avoir la richesse qu'ils ont eue. Et d'une part, je les comprends. Et donc, moi, je pense qu'il y a une éducation philosophique et économique qui doit être faite sur les masses. Leur faire comprendre que le capitalisme, en réalité, le concept du libre-échange est basé sur la production, créée à partir de rien. Et lorsque vous créez à partir de rien, de un, ça réduit les envies. Lorsque tu crées toi-même ta structure et que tu vois que ta structure produit du revenu, de la richesse et tout ça, tu n'envies pas ton voisin, puisque tu es fier de ce que tu as créé. Mais lorsque tu n'as pas cette opportunité que ton voisin, et c'est un trust fund baby, ben c'est là que les ressentiments commencent à produire. Je pense aussi que tu as. Je pense parce qu'au départ, on disait pourquoi il y a autant de gens qui. Pourquoi, en fait, l'idée de la planification centrale ne meurt jamais? Moi, je pense qu'elle ne mourra jamais parce qu'elle est le reflet d'exactement la même mécanique que pourquoi des gens croient à des théories de la conspiration ou pourquoi des gens croient en une entité supérieure qui a créé la vie. Et tout ça, c'est le même principe. C'est l'idée de ce qu'on appelle le dessin intelligent. C'est-à-dire le réel devant mes yeux est tellement complexe qu'il ne peut pas être le fruit du hasard. Il est donc le fruit d'une intelligence centrale qui, les Grecs appelaient ça, pour la cosmologie, tout ça, ils appelaient ça le premier moteur. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui fait que les choses sont en mouvement, ça n'a pas pu arriver par soi-même. Il y a une première cause à toute chose. Puis dans les théories de la conspiration, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens assument que c'est impossible que pour des raisons non centralisées, par exemple, Macron ait le même discours que Keir Starmer. C'est donc la preuve qu'ils sont des marionnettes d'une entité supérieure qui leur dit quoi dire. Et donc, il y a toujours un truc centralisé. Je pense que c'est la raison pour laquelle la planification centrale ne mourra jamais, c'est celle-là. C'est que c'est tellement complexe, l'économie de marché, il y a tellement d'acteurs, il y a tellement de transactions qui se produisent que c'est beaucoup plus simple d'imaginer que le gouvernement, avec une loi, va pouvoir dire que ça marche comme ça marche comme ça. Ça met de l'ordre dans le chaos. Et je pense qu'il y a une partie de la population qui a besoin d'ordonner le chaos, chaos entre guillemets, là, pour que leur cerveau fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de supporter l'idée que. Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec ton analyse, mais pourtant, euh, Hayek et même, comment il s'appelle, Anthony de Jesse, ils ont dit justement que le marché, c'est une anarchie ordonnée. Pourquoi c'est une anarchie ordonnée? C'est une anarchie ordonnée tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui détermine comment les choses se produisent. Mais pourtant, il y a un ordre qui est établi. Hayek appelle ça l'ordre spontané. Et Anthony de Jesse, j'ai tous ses livres. Hein, j'adore. C'est lui-même qui m'a vraiment amené dans le concept libertarien ou libertaire, si on peut dire ça comme ça. Et lui, il parle justement de l'anarchie ordonnée. Parce que voilà, il dit qu'on n'a pas besoin, il n'y a pas besoin d'une autorité centrale pour déterminer, pour coordonner comment les choses doivent se faire. La preuve, lorsqu'on cherche à établir une autorité centrale pour déterminer la coordination des choses, surtout sur le plan économique, ça crée le chaos. C'est justement ça crée le chaos qu'ils cherchent à éviter. On a vu ça avec l'Union soviétique, avec la Chine de Mao, avec tous les pays qui ont tenté la planification centrale de façon brute, ont payé le prix. Mais oubliez Voilà, pas une chose, c'est-à-dire ça va toujours produire le même résultat. Oubliez pas une chose. Chacun des enfants qui grandit à l'intérieur d'une famille passe les 16 à 20 premières années de leur vie à vivre la planification centrale. Regardez comment la famille va gérer un budget, généralement. Comment on parle de finances à l'intérieur d'une famille. On dit il faut faire un plan budgétaire, un budget. Ça, c'est une planification. Il y a une forme d'autoritarisme. Si tu veux avoir quelque chose, il faut que tu demandes à papa, il faut que tu demandes à maman. Donc, éventuellement, il y a un planificateur central dans une famille. Puis, la plupart des gens acquièrent presque toute leur notion de finances
dans les finances personnelles de la famille en question, justement. Peux-tu juste souligner qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est que les socialistes, c'est des gens qui sont jamais devenus des adultes. Exact. Parce qu'ils n'ont jamais compris que ce qui s'appliquait en enfance doit être un peu alterné quand tu arrives à l'adulte. Mais C'est c'est ça que tu es en exactement train ça. de dire. Ben oui, mais c'est exactement ça. Parce Non, que c'est vrai. la première forme de tyrannie que vous avez vécue dans votre vie, c'est pas d'aller vivre dans un pays socialiste, c'est d'avoir été éduqué par vos parents. C'est une tyrannie, le nid familial, d'une certaine façon. On C'est finit par... c'est probablement aussi la seule tyrannie bénévolente. Oui, Exact. c'est vrai, c'est la seule tyrannie bénévolente, je suis entièrement d'accord. Et je crois même que Nassim Taleb avait dit, au niveau national, je suis libertaire, au niveau régional, je suis républicain, au niveau local, je suis démocrate, et au niveau familial, je suis socialiste. C'est pour dire que au sein de la famille, le socialisme est la seule façon de créer l'ordre. Et c'est vrai, parce que on vient tous d'une famille, il y a papa, il y a maman, voilà, on a toujours besoin d'une autorité centrale pour déterminer comment les choses se passent, surtout lorsque nous sommes enfants. Parce que comme nous sommes enfants, on ne peut pas travailler, on n'est pas indépendant. On est sous l'autorité, sous la guise de nos parents. Et ça, comme Yann disait, c'est une forme de tyrannie. Mais c'est une tyrannie bénévolente, c'est une tyrannie nécessaire. Maintenant, c'est ce côté enfantin, ce côté paternalistique que les gens ramènent maintenant Exact. dans les démocraties sociales ou dans les social-démocraties. Lorsque vous regardez les pays européens, ils sont tous dépendants du, comme on dit en anglais, Big Daddy Government. Voilà, ils veulent, voilà, ils veulent tous, ils attendent tous que papa gouvernement vienne les sauver. Quand vous regardez la France, c'est le pire pour moi. La France est le pire pays en termes de social-démocratie. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu vivre en France. Ça ne m'a jamais attiré. La France est le pays des impôts. Et après, ce sont eux qui se plaignent de ah, mais notre pouvoir d'achat est bas. Mais oui, il est bas si tu demandes au gouvernement de tout faire pour toi. Ah, ben il faut payer. L'argent, ça ne tombe pas du ciel. Hein, Ouais. ça ne se crée pas dans un arbre. Ça on doit a- provenir de quelque part. Mais on Et les avait ça, Français, ils demandent c'est quelque les chose que Français je trouve demandent fascinant toujours. parce que on a fait plusieurs podcasts. En fait, on en a fait deux sur. À chaque année, il y a un rapport qui sort, je pense, c'est l'Institut Molinari qui fait ça sur les États moralisateurs. Et Oui, à chaque fois, ça me fascine parce que là, ce qu'on observe, c'est directement ce que tu dis, Yann, c'est que normalement, lorsque tu es enfant, ben, ton père ou ta mère te dit, ben là, il ne faut pas trop que tu joues aux jeux vidéo, il faut que tu sortes dehors, il faut que tu lasses tes chaussures, il faut que tu sais, ça, tu peux en boire de la liqueur, mais pas trop parce que c'est pas bon pour la santé. Puis mange tes légumes. Ben, et normalement, lorsque tu fais le passage dans la vie adulte, tu devrais vouloir être souverain de ta propre personne et prendre les décisions les meilleures que tu juges pour toi-même. Mais il y a une partie de la population qui même demande ça et qui s'attend que l'État leur dise qu'ils ne devraient pas fumer, qu'ils ne devraient pas trop prendre d'alcool, ils ne devraient pas aller au casino, ils ne devraient pas conduire leur voiture en état d'ébriété, ils ne devraient pas faire ci, ils ne devraient pas faire ça, alors que normalement, ça, c'est la France, hein. le passage à l'état adulte devrait être le passage où l'enfant prend responsabilité sur lui-même, auto-domestique ses pulsions infantiles et dangereuses, et de par lui-même en vient à se dire, ben oui, il ne faut pas que je mange tout le temps de la junk food, il faut que je fasse un peu d'exercice, si je fume 14 paquets de cigarettes par semaine, ça va être peut-être dangereux pour ma santé, mais non, c'est l'État qui se substitue et qui devient comme le prolongement parental dans la vie adulte finalement de l'enfant. Et ça, moi, ça me fascine qu'il n'y ait pas plus de gens qui le voient. Là. Non, mais c'est exactement, je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que je disais que les démocraties européennes sont justement comme ça. Les social-démocraties, en réalité, les welfare states, c'est tout simplement des États paternalistes qui demandent, qui s'attendent à ce que papa gouvernement leur dise quoi faire. Et c'est ce qu'eux-mêmes ils veulent. Et lorsque ceux qui ont le mental ou la mentalité du souverainisme, décident de s'émanciper, on les punit. On les punit par les taxes. On les punit par des lois qui font qu'ils sont obligés de partir. Et c'est pour ça que pour revenir au cas de la France, c'est pour ça que la plupart des cerveaux français quittent la France.
ils vont en Angleterre, ils vont dans les pays du common law. Parce que les pays Monaco! du common law, pardon? Monaco! Moins de taxes Ah en oui, bas. Monaco est l'exception. Mais les pays du common law en général ont une approche souverainiste de l'individu, où l'individu a le droit de se tromper, l'individu a le droit d'essayer, l'individu a le droit de faire des erreurs, l'individu a le droit de s'émanciper. Mais dans les sociétés du droit civil, du code napoléonien, comme la France, un peu les pays d'Europe continentale, Le Québec. oh oui, qui est une extension de la culture française, on vous punit pour ça. On vous punit pour parce que vous voulez être souverain. Et je pense que malheureusement, c'est un vrai problème. Et c'est ce concept-là aussi qu'ils essaient d'amener aux États-Unis, mais ils le font de façon très subtile en, en grandissant, comment on appelle ça, l'État-providence, voilà, chaque année en créant Ça des semble programmes, fonctionner etc. un peu avec New York là, présentement. Là. Ah oui, Le avec socialisme Mamdani, démocratique est en train de finalement de réussir à s'implanter aux États-Unis tranquillement, pas vite. Là. oui, oui, exactement. Mamdani, lui, va détruire le rêve américain. Hein. Bon, le rêve américain, même pour être franc, les gens disent que oui, le rêve américain, il est mort, mais comme je dis, il n'est pas mort. C'est les gens qui ne comprennent pas, au fait, le rêve américain. Le rêve américain n'a jamais été mort. Ils ont juste changé la connotation du rêve américain pour faire profiter le gouvernement, les banques et les compagnies de cartes de crédit et tout ça. C'est eux qui en profitent en réalité du rêve américain et non les consommateurs. Je sais pas si comment il prendrait ça, Mme Denis, si on lui disait que les banques sont quand même heureuses de voir le socialisme démocratique s'implanter tranquillement. Parce Ben que écoute, c'est fou, ça, ça. c'est le gros paradoxe, là, c'est que la gauche prétend lutter contre les banques puis les grandes corporations, tout ça. Or, ces gens-là, ce qui les fait fantasmer, c'est l'État endetté et l'État banqueroute. Là. Je veux dire, on en parlait récemment, juste au Québec, c'est rendu que ça coûte 10 milliards par année d'intérêts en paiement sur la dette. Je veux dire, quel intérêt vous avez si vous êtes une institution qui détient ces bons du Trésor-là à avoir un gouvernement qui rapetisse la dette, qui rapetisse les paiements d'intérêt puis qui fait des budgets équilibrés. Je ne vois pas quel intérêt que vous avez à ça. Exactement. Et ça, et pour revenir même sur le concept du fait que les socialistes essaient de lutter contre les banques, mais pourtant les régimes socialistes sont les plus dépensiers. Comme je dis, Mhm. l'argent, ça ne se cueille pas dans les arbres. Quelqu'un doit vous le donner. Et c'est les banques qui produisent de l'argent. Donc, si vous luttez contre les banques, avec quel argent vous allez utiliser pour nationaliser ce que vous avez envie de nationaliser? Ça n'a aucun sens. Les socialistes, non. Les socialistes, ce sont des champions à pointer du doigt ce qui ne va pas. Ils sont très forts quand il s'agit de faire un diagnostic du problème. Et c'est ce qui, au fait, séduit les gens au socialisme. C'est que les socialistes, ils vont vous faire un très bon diagnostic du problème, mais les solutions qu'ils proposent, oh, mon Dieu, c'est la catastrophe. Ils exacerbent en réalité le problème. Ils disent oui, nous avons des égalités, donc la solution, on a besoin de plus de gouvernement. Ben, c'est le gouvernement qui crée le plus les inégalités. C'est pas le secteur privé. Les inégalités que nous voyons dans le secteur privé, ça, ce sont des inégalités réelles dans le sens où on ne peut pas être égaux si nous avons des compétences différentes. Voilà. On peut pas s'attendre à avoir le même résultat si nous avons une approche différente en termes d'allocation de ressources. Mais lorsqu'il s'agit mais le gouvernement, par contre, crée les inégalités que nous voyons aujourd'hui, comme je disais en début d'émission, avec l'effet cantillon, c'est-à-dire ils utilisent des outils artificiels pour créer les inégalités que nous avons. Et ils blâment le libre-échange, le capitalisme comme le protagoniste de toutes ces inégalités que nous avons, alors que c'est faux, c'est le gouvernement qui le fait. Et vous avez des gens comme Piketty, le meilleur ami de Vincent, et Gabriel Zuckman, des gens qui n'ont aucune idée de comment le capitalisme fonctionne en réalité, proposer des solutions
qui ne vont qu'exacerber le problème que eux-mêmes pointent du doigt. Voilà, c'est On a eu malheureux. On a eu une dame, en fait, une chef syndicale qui a dit une phrase en fin de semaine dans une émission très populaire au Québec, je vais vous la dire. Puis je sais que ça sort un peu du contexte du livre, mais je veux vous entendre tous les deux là-dessus parce que c'est absolument magique. C'est Magali Picard de la FTQ qui nous dit, euh, non, je pense que c'était la fille de la CSN, peu importe. Elle nous dit, grosso modo, que le syndicalisme au Québec est vraiment utile parce qu'il contribue à faire augmenter les salaires des travailleurs. Et quand les travailleurs réussissent à avoir de meilleurs salaires, ils peuvent payer plus d'impôts de cette façon-là. Et ça va bénéficier éventuellement, ça enrichit notre économie en payant plus d'impôts. Et ça va permettre d'enrichir également le coiffeur ou ben non, le mécanicien au coin de la rue parce que les gens vont pouvoir dépenser ces gros salaires-là éventuellement dans leur commerce. On semble ignorer au niveau des syndicats comment ils sont un frein pour la productivité des entreprises. Puis je pense que ça, c'est l'élément qui est central. Dans toute forme d'intervention qu'on voit au niveau économique par des gens très, très, très à gauche, la productivité semble un concept extrêmement abstrait pour eux et même non souhaitable. Parce que si on augmente la productivité dans une entreprise, eux autres, ce que ça leur dit, c'est que le boss va pouvoir moins payer les employés éventuellement, faire plus de profit et s'acheter un plus gros chalet. Euh, Est-ce que c'est ça qui est brisé un peu dans notre conception de la productivité? C'est la réelle utilité de ça qui rend les entreprises plus performantes, qui permet justement d'augmenter les salaires des employés, d'avoir des employés plus spécialisés éventuellement dans une entreprise et qui va même favoriser. La productivité, c'est faire plus avec moins. Pourquoi pour bien des gens, cette productivité-là, faire plus avec moins, c'est vu de manière péjorative? Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, dans ma tête. Je sais pas, je pense que c'est tout simplement, ils pensent que, justement, comme tu disais, si les gens deviennent plus productifs, ils voudront garder tout pour eux. Mais comme Thomas Sowell disait, mais en quoi c'est mauvais de vouloir garder tout pour toi si tu as travaillé pour cela? Pourquoi je dois donner ce dont j'ai travaillé pour? Ça n'a aucun sens. Et c'est ce qu'ils appellent la cupidité. Voilà, ils disent, ah oui, les patrons, ce sont des gens cupides. Ils C'est disent, oui, l'extorsion de la plus-value, Germinal. C'est ça qui se passe. Moi, je vais faire deux. ils parlent de plus-value. Ils disent, oui, c'est eux qui gardent toute la plus-value, ils sont cupides, que sans le syndicat, sans les travailleurs, l'entreprise n'est rien. Je dis, mais écoutez, sans le patron, l'entreprise n'est rien. C'est lui qui a pris le risque de créer l'entreprise pour commencer. S'il n'avait pas créé, tu serais où pour avoir un boulot? Si tu es plus intelligent que le patron, pourquoi tu n'as pas commencé ton entreprise? Pourquoi tu attends que ce soit quelqu'un qui t'emploie? Et ça, il n'en parle pas. Bien Ben, sûr, ça ne veut pas. Il y a des cas où, bien sûr, ne me méprenez pas, hein, il y a des cas où les patrons infligent des traitements très peu désirables à leurs travailleurs. J'en suis conscient. Mais le travailleur, il a aussi, et quand c'est le cas, le travailleur a le droit de s'en aller. Mais il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu penses que c'est facile de quitter le boulot, mais je dois... si tu n'es pas content, tu crées ton entreprise ou tu vas ailleurs. De toute façon, quand on regarde les plus grandes entreprises capitalistes sur la planète, on va dire ceux qui ont une plus grosse valeur en bourse. Bon, je connais peu le fonctionnement à l'interne d'NVIDIA, mais pensons au Google, au Apple, au Facebook, ainsi de suite. Quand on regarde les milieux de travail de ces entreprises-là, il n'y a personne qui peut dire que c'est des employés qui sont exploités, là. Je veux dire, Ah non, ah non. je veux dire, quand tu as une salle de ping-pong ou à côté de ton lieu de travail, à proximité tout le temps, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas trop de problème avec Voilà, l'exploitation. salle de écoute, ping-pong. écoute, je vais faire un commentaire baveux, parce que c'est une réponse, là. Euh, Si tu regardes, parce qu'on est capable de savoir c'est quoi à quel point les gens apportent une valeur à une compagnie lorsqu'ils sont embauchés. Puis on trouve que pour le travailleur moyen, c'est entre 85 et 95 de la valeur qu'il apporte à une entreprise est capturée par lui dans sa rémunération. Pour les PDG des grandes entreprises, c'est quelque part entre 44 et 65 Donc, techniquement, la personne exploitée, c'est le PDG. C'est lui que son plus-value n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Puis il y a une raison pour ça, c'est que
les PDG ont des talents qui sont vraiment uniques, mais qui sont très difficiles à quantifier. Et les compagnies essayent justement souvent ils disent on prend un risque avec un PDG. Puis comme on a un pool de PDG différents, ben on a un risque qu'on vient avec pour ses talents. Fait que c'est possible que tu te retrouves avec quelqu'un comme Ton chiffre me oui. fascine, Vincent, mais je vais te dire pourquoi. Dans la convention collective de la Ligue nationale de hockey, on comprend que les joueurs, c'est ce qui s'approche un peu plus d'un PDG, dans le sens que c'est des talents exceptionnels, sont au top de la pyramide. Les joueurs qui réussissent à jouer dans la Ligue nationale sont au top de la pyramide. Le pourcentage des revenus qui est déterminé, qui est utilisé pour déterminer le plafond salarial à chaque année, il est de 55. Donc, pour établir quel est le plafond salarial que les joueurs vont avoir, les propriétaires se sont entendus pour dire si on concède 55 des revenus qui sont générés par la Ligue aux joueurs, on est conscient que c'est à peu près le bon ratio à avoir pour que la Ligue soit profitable quand même et que tout le monde soit content. Je veux dire, c'est directement dans les pourcentages de rémunération des PDG par rapport à la valeur qu'ils créent réellement. Je veux dire, ça ne doit pas être un addon tant que ça qu'on arrive au même genre de pourcentage, honnêtement. Non, c'est parce que ce qui se passe, c'est que tu prends un risque, comme c'est difficile de distinguer les top talents entre eux, ben c'est possible que tu en aies un qui soit genre un hyper performant ou que tu te retrouves avec une Carly Fiorina qui ne fait qu'échouer systématiquement, mais elle a l'air d'être bonne en ex ante, elle a l'air d'être bonne. Fait que tu sais, c'est pour ça que tu as ce résultat-là. Puis là, j'ai envoyé la quote qui vient de mon collègue Tyler Cowen. Mais pour les syndicats, faut se rappeler une chose. Quand tu regardes les primes salariales dans le secteur privé pour les travailleurs syndiqués, c'est pas gigantesque. C'est pas vraiment gigantesque. Puis plus tu tiens compte de facteurs importants, plus l'effet est minime. Pourquoi? Parce que souvent, les compagnies sont en compétition avec d'autres compagnies. Et ben, si tu. Puis les compagnies qui se syndiquent sont souvent des compagnies dans lesquelles l'employeur, peut-être des fois, veut la syndicalisation parce que ça réduit les coûts de négociation, parce que ça augmente sa profitabilité. Donc, quand tu tiens compte de ça, tu vois qu'il n'y a pas vraiment de bénéfices gigantesques sur les salaires du secteur privé. Par contre, là où la syndicalisation génère des salaires beaucoup plus élevés, c'est dans le secteur public. C'est là que tu vas avoir les plus gros gains de salaire et c'est pas lié à la productivité. C'est pas lié à la productivité du secteur public, c'est lié à un secteur public qui est plus gros. Et ça veut dire des impôts plus élevés, ça veut dire Ouais. une activité privée, du secteur privé qui est plus petite qu'elle est autrement, donc une société plus pauvre. Je m'excuse, mais non. L'argument que la syndicalisation augmente la richesse, non. Elle Non, n'augmente entièrement la d'accord. richesse que dans la mesure qu'elle réduit les coûts de négociation pour les entreprises et pour les employés, ce qui se traduit dans une augmentation de salaire. Mais ce n'est pas toutes les compagnies qui peuvent se permettre ça. Puis non seulement ça, mais tous les problèmes que la syndicalisation résout, selon moi, tu peux les résoudre en rendant le marché du travail encore plus compétitif. C'est-à-dire que tous les problèmes de la syndicalisation, c'est des problèmes que la syndicalisation résout. C'est parce que tu n'as pas assez de concurrence pour les travailleurs par les employeurs et les employés ne peuvent pas se mettre facilement les employeurs en concurrence. Plus tu permets les employés de mettre les employeurs en concurrence, plus tu vas avoir les bénéfices de la syndicalisation sans avoir la syndicalisation. Question pour vous deux qui vivez aux États-Unis. Les taux de syndicalisation aux États-Unis sont à 16, 17, 18 environ, puis on est à 40, 44 au Québec. Ça doit parler quand même beaucoup moins de syndicats de votre côté que ça peut en parler ici, évidemment. Là. Ben, écoute, Virginie, le taux de syndicalisation en Virginie, je le trouve, là, 5,2. Attends un Donc, peu, 5. 5,2 Oui, puis ça inclut le secteur public, soit dit en passant. Fait Attends, que voyons. c'est 5,2 des travailleurs sont syndiqués en Virginie. Puis, ben, la Virginie a parmi les salaires les plus élevés au pays. Just, I don't know. No expert. Non, c'est peut-être une nuance que je voulais que tu saches un peu, Jean-Minal, dans le fond, parce que oui, c'est dans la politique au Québec, veut pas, la syndicalisation, on en parle beaucoup parce que justement, on est entre 40 et 44 de syndicalisation. Je veux dire, c'est complètement débile ce qui se passe ici, là, de ce côté-là. Fait que, puis j'avais remarqué souvent quand on parle beaucoup de sujets d'actualité avec Vincent et ainsi de suite, c'est très rare qu'on vienne qu'à parler de syndicalisation aux États-Unis. C'est pas quelque chose qui est très courant, qui nécessite beaucoup de discussions de votre côté, je pense.
Je pense que c'est parce que ce n'est pas un phénomène culturel comme ça l'est en France ou en Europe en général. En France, les gens ils grèvent tous les 3 jours. Pour un rien, ils sont dans la rue en train de gréver. Ils sont pas, il y a toujours quelque chose dont ils ne sont pas contents. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Oui, il y a la syndicalisation, ce qu'on appelle les unions. Mais ce n'est pas un effet culturel. En plus de ça, maintenant, les employeurs commencent à beaucoup plus investir dans l'intelligence artificielle. La machine, l'intelligence artificielle ne se plaint pas. Voilà, il ne va pas chercher à négocier quoi que ce soit. Et en plus de ça, ils sont efficaces, ils produisent plus et il n'y a pas de salaire à payer. Juste des souscriptions. Et donc, ce qui fait que les entreprises ont plus à garder que de payer des gens qui ont un salaire, mais dont la productivité n'est pas forcément adéquate au salaire qu'ils gagnent. Et surtout dans le secteur public. Le secteur public, lorsque vous allez par exemple au DMV, c'est là que vous voyez mais la paresse, la paresse des gens, le désinvolte. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas les renvoyer, ils ont un salaire à vie. Donc, c'est terrible. Et c'est-à-dire qu'ils ne font aucun effort. C'est bureaucratique. C'est-à-dire tout est une question de seniorité. Voilà. Et moi, je trouve que c'est malheureux. Et lorsqu'on parle de syndicalisation, surtout dans un pays comme les États-Unis, oui, c'est quelque chose qui n'est pas culturel. Donc, ça n'a pas le même effet de comme si on était en Europe. En Europe, l'Europe, c'est surtout la France, ils sont très bureaucratiques. Les Français adorent l'État, hein. Ils sont fiers, ils disent nous voulons un État fort. Oui, quand vous regardez chaque élection présidentielle, ils parlent toujours de comment renforcer les pouvoirs de l'État. Je dis, mais ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de se tirer des balles dans le pied. Oui. Et je veux juste t'écoutes faire un... mais juste dire, et t'écoutes les intervenants dans les débats français, autant à gauche qu'à droite, tout le monde blâme le libéralisme pour ce qui arrive Ah à la oui, hein? France. Ah Ah oui. ouais, mais là, en 83, avec le virage libéral de Mitterrand, là, mais vous parlez de quoi, les amis? Là? Le virage libéral de quoi? L'État pèse plus que 50 de l'économie. Il n'y a pas de Mais virage ça, libéral. Il y a zéro mais libéralisme en France. il ne faut pas que tu oublies deux choses. La première, c'est qu'en France, l'État fait entre 55 et 60 du PIB, c'est le néolibéralisme. Ouais, Entre exact. 50 et 55, c'est l'hyper-néolibéralisme. Ouais. Entre 45 et 50, c'est l'hyper-super duper méga-libéralisme. Puis plus tu descends, plus tu ajoutes des acronymes devant, Ouais. des adverbes Ouais, en devant bas de pour 40, c'est la chainsaw puis Milei. en bas de 40, c'est l'anarcho-capitalisme. C'est ça. C'est ça pour la France. Je lance une dernière balle courbe, les gars, puis on va clore le podcast là-dessus. On commence à voir des articles de nouveaux types de financement au niveau des entreprises. Généralement, les entreprises, par exemple, pouvaient emprunter de l'argent basé sur leur opération, donc leur capacité à générer un profit. Ensuite, sur les actifs immobiliers qu'ils pouvaient avoir, les brevets qu'ils pouvaient avoir. Et là, il y a une nouvelle tendance qui commence à émerger. On commence à voir des articles apparaître sur, tu es capable maintenant d'emprunter de l'argent sur le nombre de chips NVIDIA que tu possèdes éventuellement. On voit aussi il y a des crossovers au niveau de l'actionnariat des compagnies. De plus en plus de jeunes compagnies qui mettent en place des centres de données, qui achètent des chips NVIDIA. NVIDIA est dans l'actionnariat de la compagnie éventuellement. Puis en plus, vu qu'ils ont des chips NVIDIA de leur côté, ils peuvent aller voir les banques et emprunter de l'argent à côté sur ces chips NVIDIA-là. Ça commence à ressembler à une économie qui se construit une bulle tranquillement, pas vite. Est-ce que les instincts sont bons quand on voit quelque chose aller de ce sens-là? Puis c'est quelque chose qui commence à être discuté un peu dans le monde financier, mais est-ce que dans le niveau économique, est-ce que vous commencez à voir ça apparaître un peu sur vos radars de votre côté? Ben, on dit qu'il y a justement une bulle de l'intelligence artificielle où voilà, les compagnies de technologie s'entre-investissent, on va dire ça comme ça. Mais surtout, ça revient au concept du dot-com bubble, surtout, c'est-à-dire maintenant, on investit non pas en fonction de ce qu'une compagnie produit, mais en fonction de son potentiel.
Et voilà, et moi je pense que et c'est pour ça que vous voyez par exemple une compagnie comme Tesla qui vaut des trillions, je ne sais pas comment on dit trillions en français, mais je crois qu'il y a un mot pour ça, je ne sais pas si c'est billion, je crois qu'il y a une tendance, mais peu importe. Le point est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies de technologie, surtout les compagnies de technologie leur valorisation n'est plus fondée sur ce qu'ils produisent, mais sur leur potentiel, sur le hype. Par exemple, quand on regarde Tesla, la valeur de Tesla ne fait qu'augmenter. Bien sûr, Tesla produit des voitures Tesla, mais là, ce qui détermine la valeur de Tesla, c'est le hype, c'est-à-dire le potentiel que Tesla représente dans l'économie américaine, sur le marché de la technologie, etc. Et ça s'empire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde devient un peu plus des milliardaires. Tu crées une compagnie, tu distribues des parts un peu à des venture capital, des capitaux risques. Ils investissent de l'argent dans ton truc. Tu prends ça, tu vas dire à la banque, oui, je suis milliardaire sur papier. Et puis bon, voilà, on te met sur Forbes. Et puis tu es content, tu es milliardaire. C'est même Et encore voilà, mais plus ce n'est plus. spectaculaire que ça, je te dirais, Germinal, dans le sens que la journée que tes actions valent un certain montant, tu n'es même pas obligé de les vendre, déclencher du gain de capital et payer tes impôts. Tu peux te mettre à emprunter sur ces actions-là comme Ah collatéral oui, et vivre ah oui, sans payer mais d'impôts. c'est comme ça que les riches maintiennent leur richesse. C'est pour ça, justement, on dit que, c'est pour ça, pour revenir à l'argument initial de l'interview, c'est que si vous voulez vous en sortir dans ce système dans lequel nous vivons, il faut être actionnaire. Il faut avoir des actions, il faut avoir des actifs. Parce que justement, c'est les actifs que les riches utilisent pour voilà, emprunter à la banque. Et puis, au fur et à mesure que la valeur de leurs actifs augmente, ils utilisent justement une part de cette valeur-là pour repayer la dette qu'ils ont prise de la banque. Et ils le font comme ça à partir des lignes de crédit, comme on le dit Marge de comme on crédit. le dit. Ouais, des lines of Marge de credit. crédit. Voilà, comme on le dit, c'est ce qu'ils font. Jeff Bezos, Elon Musk, eux tous, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils utilisent leur statut de milliardaire pour, voilà, pour vivre une vie de luxe. Mais non, nous sommes dans une bulle de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va éclater? Je n'en sais rien, c'est possible. Généralement, les bulles éclatent toujours d'une façon ou d'une autre. Quand est-ce qu'elle va éclater? Ça, le temps nous le dira. Mais j'ai l'impression que même si la bulle est destinée à éclater, les répercussions seront différentes des récessions précédentes que nous avons eues. Puisque nous sommes maintenant dans une ère complètement différente. Et donc, les ramifications, les implications seront différentes à mon avis. Mais dans quel sens? Ça, je ne sais pas comment le dire pour le moment. Excellent. Vincent, as-tu un petit cue là-dessus, toi? Non, moi, écoute, je suis pas sûr qu'il y a une bulle, mais je suis pas sûr qu'il n'y en a pas. Puis, je suis pas François Trahan, fait que j'ai pas envie de prédire 9 des dernières 4 récessions. Ça me tente pas vraiment Ni d'aller pour ni là. contre, bien au contraire. Tu n'es Puis, pas comme Peter Schiff. Qui est souvent la puis- meilleure réponse en finance, malheureusement. Pourrie en puis- politique, mais bonne en finance. mais, si je le savais, je vous le dirais fucking pas. Écoute, hey, merci, Germinal. On rappelle aux gens le nom de ton livre, donc The Death of American Middle Class, How Crony Capitalism is Killing the American Dream, disponible depuis le mois d'août sur Amazon. Très facile à trouver. Cherchez Germinal Gévan. Vous allez trouver ça sur Amazon. C'est livré très rapidement avec le Prime. Donc, merci d'avoir été là pour ce 200e épisode. Puis je pense que, comme c'est le 200e, on peut faire un petit cadeau aux gens. On va le laisser intégralement disponible sur YouTube. Ah ouais, cool. Je sais pas trop comment couper cette conversation-là, Parfait. honnêtement. Non, Pour en non, faire deux non. moitiés. Là, fait que Non, ça va laisse être ça de un même. podcast un peu plus long pour les gens, mais c'est correct. Ils ont le droit à un petit bonus une fois de temps en temps. Alors, Juste, laisse ça de même, c'est mieux de même. Ça a oh, ouais, été. exact. On donne l'épisode au complet à tout le monde. Normalement, vous auriez juste 1 heure d'épisode. On vous le donne au complet parce que la deuxième moitié d'habitude est toujours sur Patreon. Petit complément d'information, Germinal posait une question. Comment ça marche en français, les millions, les milliards, ainsi de suite? Je vais te donner l'ordre des choses, Germinal, puis tu vas comprendre que les Français compliquent tout et ne savent pas compter. Je pense qu'on en a la preuve ici, là. Euh,
c'est millions, milliards, billions, billiards, trillions, trilliards. Donc, si tu essaies de matcher aux États-Unis, où est-ce que c'est millions, billions, trillions, quadrillions, là, qui est beaucoup plus logique, là, 1, 2, 3, 4. Là. Oui, Mais oui. nous autres, on a comme tout doublé ça. On n'est pas bon en chiffres. Les Français, là, Donc, la langue donc, française. si je comprends bien, chez les Français, c'est millions, milliards, ensuite Billions, billiards, billions, billiards, billions, billiards, et ensuite trillions, trillions, trilliards. un truc comme ça. Waouh, purée. On L'anglais va- est beaucoup plus simple, hein. Ouais, on va aller démêler tout ça. Salut, les gars. Merci beaucoup, Germinal. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'apprécie énormément.